tout d'abord, je félicite la Fédération des femmes pour la paix mondiale pour cette organisation, pour l'organisation de cette conférence. J'aimerais par contre rebondir sur quelques points. Donc voilà, j'apprécie la qualité des interventions de presque tous les panélistes. Et donc voilà, par rapport à ce qu'a dit M. Mohamed, donc il a parlé de manière particulière des femmes afghanes comme victimes de la violence. Donc je suis tout à fait d'accord avec vous, toute ma compassion à ces femmes-là. Et c'est juste pour vous dire que la violence faite aux femmes donc, est un phénomène international, c'est un phénomène mondial qui n'a pas de relation avec ni ethnie, ni religion, ni zone géographique. Donc on a de la violence en Europe aussi, on a de la violence en Afrique, en Asie, en Amérique, c'est un phénomène universel. Donc ça c'était le premier point. Le deuxième point c'était par rapport à la résolution proposée par Madame Wada, donc que j'apprécie énormément. Donc c'est une résolution de qualité. Ça rejoint un peu la résolution 1325 de l'ONU qui vise de faire de la femme, plutôt d'encourager la femme non seulement d'être victime des conflits, mais de faire de ces femmes-là des vraies actrices de terrain pour la paix et pour la promotion de la paix dans le monde. J'aimerais aussi donc, souligner un point primordial qui a été évoqué par Madame Isabelle. Elle a parlé beaucoup de paix intérieure. Je vous rejoins sur ce point-là. Donc on ne peut pas avoir de paix dans le monde sans avoir de la paix individuelle. Mais je pense aussi qu'on ne peut pas avoir de paix quand on vend des armes dans le monde entier. Donc le point sur lequel nous pourrons nous mettre d'accord et militer et faire du plaidoyer, donc nous les femmes, c'est le désarmement. On ne peut pas avoir de la paix dans ce contexte international parce que malheureusement les guerres ne se font plus dans les champs de bataille, mais ils se font sur les corps des femmes. 70% des victimes des conflits, donc des guerres dans le monde, sont des femmes et des enfants. Donc c'est juste voilà ces points-là. Je vous remercie. La question que je posais en fait, comment les talibans se comportent avec leur maman en fait? Est-ce qu'ils ont le même comportement avec leur mère? C'est un truc que j'essaie de comprendre en fait. Dans la question que j'ai en fait, c'est notre invité Mohamed. La question que j'ai, c'est comment est-ce que les talibans se comportent-ils avec leur propre maman en fait, leur propre mère? Vous écrivez la question, Mohamed, s'il vous plaît. Allez. Il faut répondre maintenant. Ah d'accord. Oui, répond. On va passer le micro. On va passer le micro. Mais ça va? Il n'est pas branché. Alors merci, c'est très bonne question, monsieur. En fait, aujourd'hui, les talibans, comment ils comportent avec les femmes? Par exemple, les femmes avec sa mère, sa soeur, n'ont pas les droits à aller même voyager, pas aller à l'école, pas le travail. Ça, vraiment, même il comporte avec sa fille, avec sa soeur. Et aujourd'hui, il dit que les femmes, vous n'avez pas le droit d'aller à l'école. C'est un peu bête. Pourquoi? Parce que si sa femme est tombante, il ramène à l'hôpital. C'est qui fait comment ça s'appelle voilà, les sages des femmes. Comme il dit, voilà, les femmes, on n'a pas le droit d'aller à l'école, pas continuer à étudier. Ça vraiment, il ne réfléchit pas. Aujourd'hui, les femmes, ils souffrent. Par exemple, même il dit, nouvelle loi, ceux qui ont plus de 30 ans, qui passent encore mariés, il faut absolument, il parle fort, les soldats talibans, ils viennent, ils vont tuer ma femme. C'est vraiment juste, voilà, ce comportement tellement bête et dommage. Si vous avez d'autres questions? En fait, la question aussi, c'était, enfin, moi j'aurais une question, ces talibans qui agissent de cette façon, quelle relation ils ont avec leur propre mère? C'était ça la question. Leur propre mère, c'est-à-dire est-ce qu'ils vont réagir de la même façon avec leur mère qu'avec l'autre? Parce qu'une mère, c'est une relation particulière quand même, qui donne la vie. Simplement dit, est-ce que la maman qu'il a mise au monde, il la traite de la même manière qu'il traite les autres femmes? Oui. En fait, c'est un presque, sa mère, il est bien appris habitude qu'il dit rien.
les femmes, c'est en fait, c'est qu'on... Voilà, qu'il n'y a pas le droit de dire, critiquer, de toute façon, il faut accepter. Voilà. Mais logiquement et automatiquement, sa mère et sa soeur, elles comprennent. Voilà. Donc, simplement dit, les talibans traitent leur maman de la même manière qu'ils traitent les autres. Ouais, parce qu'il y a un adage africain qui dit une belle femme ne donne que ce qu'elle a. Et donc, eux, ils ont en eux la servitude de la femme, et que ce soit leur mère, leur soeur, les épouses, leurs filles, elles sont considérées de la même manière. C'est bien ça? Exactement, c'est ça. Merci. C'est la même chose. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour Mohamed, s'il vous plaît? Oui. Alors, encore pour Elisabeth, sachant que Shabnam a dû partir urgemment. Une autre manifestation, s'il vous plaît. Alors, je me présente, je suis Armelle Bouni. J'ai juste une interrogation, c'est pas forcément une question. Est-ce que cette maltraitance ou cette manière de faire n'est pas aussi culturelle? Est-ce que ce n'est pas le fait d'avoir introduit ça culturellement qui fait, parce que moi je suis née en Afrique, la culture que j'ai eue de par mes grands-parents et de par mes parents n'est pas forcément celle que j'inculque à 100% à mes enfants qui sont nés en France. Donc, est-ce que le fait de traiter les femmes de la sorte ne vient pas de la culture talibane? Je ne sais pas si je peux appeler ça comme ça, ou de la culture dans son essence propre, qui fait en sorte que nous, de l'extérieur, nous voyons ça comme quelque chose de pas correct, alors que chez eux, par exemple, ça peut paraître correct. Moi, je le dis parce que c'est une interrogation que je me pose. Et je prends l'exemple, nous-mêmes en Afrique, un enfant n'a pas le droit de parler n'importe comment à un adulte. Hein. Ça, c'est même pas imaginable. Dans le pire des cas, c'est le voisin qui va prendre la place du parent pour corriger l'enfant. Voilà. Pourtant, ici en Occident, ça se passe pas comme ça. Voilà. Donc, je pense qu'il y a aussi un aspect culturel interne à voir dans le changement du regard qu'on peut porter sur la femme. Voilà, c'était juste ma petite préoccupation. C'est leur ethnie aussi qui est comme ça. Voilà, c'est une interrogation que je me pose, parce que nous, du regard externe, on pourrait se dire que c'est pas normal, machin truc. C'est comme l'excision en Afrique. L'excision en Afrique, chez certaines cultures, c'est normal. Pourtant, vu de l'extérieur, on va se dire, mais comment est-ce qu'on peut empêcher une femme d'éprouver du plaisir? Dans leur culture à eux, c'est même pas imaginable de ne pas exciser une femme. Voilà. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un volet culturel qui fait en sorte que l'image de la femme, pour eux, n'est pas la même image qu'on peut avoir en Occident ou dans d'autres pays? Et c'est peut-être ça qu'il faudrait, sur ce point-là, qu'il faudrait pouvoir s'apaisantir, pour se dire qu'il y a quand même quelque chose à voir culturellement pour pouvoir améliorer cet état de fait. Mohamed simplement dit, est-ce que ce n'est pas dû à la culture afghane, le traitement que les femmes qui est affligée par le taliban aux femmes afghanes? En fait, non, il n'y a pas de tout culturellement, c'est comme ça, c'est une ethnie spéciale qui taliban, c'est gérer le gouvernement actuel, c'est une ethnie spéciale. Par exemple, en Afghanistan, vous pouvez trouver plusieurs ethnies, c'est pas la même langue. Et du coup, actuellement, les grands chefs de gouvernement, ils sont même ethnie, même langue. Et c'est eux qui les forcent ça. Ils disent c'est à la base du Coran, c'est à la base de l'islam. Eux qui le disent, alors c'est pas vrai, à la base de l'islam, il n'y a pas sur le Coran, sur la Bible de l'islam, il n'est pas marqué comme ça. En fait, c'est une ethnie, c'est pas culture. D'accord, merci. Donc, c'est ethnique, c'est une culture liée à l'ethnie. Une autre question, s'il vous plaît. Moi, j'avais une question, mais sur autre chose. Sur le projet que vous avez de créer un orphelinat pour filles. Est-ce que vous pouvez prendre le micro? Oui, je pense que vous m'entendez quand même. Enfin, c'était sur votre projet de créer un orphelinat pour filles.
c'est le projet qui m'inquiète un peu, quoi, parce que j'aime pas trop tout ce qui est orphelinat, maison de retraite, toutes ces maisons où on parque les personnes de même âge ou de même sexe ou de même façon. Je n'ai pas une ambiance familiale, quoi. Ça m'inquiète un peu, franchement, pour le futur, quoi. Enfin, pour le futur de ces personnes, quoi, qui vivent dans ces endroits-là, quoi. Enfin, je veux dire, je ne sais pas, hein, je veux dire, je ne sais pas pour quelles filles vous envisagez cet orphelinat, où elles sont actuellement, quelle est leur situation actuellement, c'est tout ça qui m'interroge. Dans cette question est adressée à Madame Feza, et qui pourra laisser justement les membres de son association répondre. S'il vous plaît, prenez le temps de vous présenter. Oui, alors, bonjour. Et franchement, l'initiative, elle est très très saluable, salutaire. Merci Brigitte Wada et Christine et toute l'équipe de la fédération et FESA chez Cœur pour toute cette organisation. C'est toujours intéressant quand je viens et d'écouter toutes ces dames. Vraiment félicitations, il faut qu'on soit là. Franchement, il faut qu'on s'engage pour les femmes, les jeunes filles. Alors, par rapport à... Oui, je suis Alphonsine Ibiza, je suis vice-présidente de EDAF, co-fondatrice de la plateforme, justement, qui travaille pour toutes les femmes de l'Afrique. Donc, l'objectif, c'est déjà installer des organes des femmes pour qu'elles prennent leur vie en charge en Afrique. Donc on est en partenariat avec plusieurs associations dans plusieurs pays d'Afrique. Nous sommes en train d'installer comme un réseau, en fait une toile pour les femmes, pas qu'en Afrique, hein, un peu partout dans le monde, pour qu'il y ait des femmes qui agissent sur place. Parce que nous sommes loin et forcément nous n'avons pas toujours les réalités de terrain. Donc on a des associations partenaires au fur et à mesure que nous aidons à installer. D'accord. Alors, voilà, bon, je suis professeur d'économie et gestion dans l'éducation nationale ici en France depuis plusieurs années. Et voilà, on est là depuis quelques années, on s'engage pour les femmes, on s'engage pour les droits humains. Donc j'y vais, je participe, je vais au Sénat américain, je vais un peu partout dans le monde, à Genève, pour parler des droits humains. Alors, l'initiative, justement, c'était par rapport aux besoins au Congo-Brazzaville. Parce qu'au Congo-Brazzaville, c'est un pays qui connaît tout le temps des subventions. C'est là qu'est partie, en fait, l'idée. Je suis d'origine, en partie, de là-bas. Donc, il y a eu des guerres là-bas, où vraiment les enfants sont à l'abandon jusqu'aujourd'hui. Hein, les enfants, dans certains coins où les enfants sont dehors. Il n'y a pas d'endroit où en fait c'est tout le monde qui s'en occupe, mais comme ça. Il y a des enfants qui dorment par terre. Peut-être qu'un jour, je ferai quelque chose ici où je vais vraiment montrer des images de la situation, où les enfants, en fait, vivent des aïons, comme on appelle ça, les vêtements aïons. Voilà. Donc c'est la situation dans un département qu'il y a dans le pool. Quand on reçoit ces images, on se dit, il faut qu'on s'engage. Il n'y a pas que les filles, hein, l'orphelinat, ce n'est pas que pour les filles. Donc ce sont justement ces enfants-là qui n'ont personne, ou qui se retrouvent, c'est tout le monde en fait qui s'en occupe, mais pas vraiment dans le village. C'est comme ça, bon, les enfants dorment par terre et il n'y a pas d'école, il n'y a rien. Alors ça, c'est très grave justement. Si on veut avoir des femmes responsables, il faudrait qu'on les encadre, ces filles-là, pour qu'elles prennent la place, pour qu'elles fassent. Nous, demain, on ne sera pas là. Donc ça sera ça aussi, le fait d'être aidé, ça pousse à aider les autres. Donc c'est ça l'initiative. C'est pas parce qu'on va parquer les enfants, c'est tout simplement parce que c'est des enfants c'est le besoin en fait qui nous a poussé à penser à cette initiative de création de cet orphelinat. Parce que ce n'est pas des enfants qui ont des parents qu'on ira prendre chez eux. Voilà, c'est surtout ça. Et leur donner un cadre d'études, de soutien, de tout ce qui est nécessaire pour vivre, pour mieux vivre. On va peut-être pas tout faire, mais l'essentiel, surtout c'est ça. Voilà ce que je voulais vous dire. Mais je pense souvent que justement le modèle d'ici, qu'on fait ici, c'est-à-dire,
orphelinat, maison de retraite, tout ce qu'on fait ici. Je pense pas que ce soit adapté pour l'Afrique, voilà ce que je pense. C'est pas comparable. Non, mais je veux dire, voilà, c'est ça que je veux dire. Non, ce ne serait pas dans le même modèle. De toute façon, nous, on adapte par rapport au modèle. Bien, le monsieur va poser la dernière question et Madame le professeur a dit simplement que le but de l'orphelinat, justement, n'est pas de priver les enfants de leurs parents. C'est déjà des enfants qui n'ont pas où dormir, qui dorment sur des balcons, qui dorment sur les étals au marché. Parce qu'en Afrique, en tant qu'Africaine, on n'a pas forcément de centres commerciaux. Il y a des centres commerciaux, c'est évidemment pour les riches et les blancs, comme on dit. Et puis la population courante va dans le marché pour faire les affaires. Que ce soit en Afrique ou en Amérique latine ou en Asie du Sud-Est, dans les pays sous-développés, c'est pareil partout. Donc quand vous partez faire vos achats, justement ces étals du marché servent de lit pour ces enfants. Et le matin, ils vont de maison en maison que demander de quoi manger. Et le but, je pense, de l'orphelinat, c'est justement juste de leur trouver déjà un toit, une éducation, et puis pourquoi pas leur conduire vers une bonne éducation, de l'âge d'adulte avec une bonne éducation. Donc oui, la dernière question pour messieurs, s'il vous plaît. Je m'appelle Honoré, et je veux... ma question s'adresse à Mohamed. Une petite question. Et cette question part d'un constat. On voit souvent la communauté internationale, on voit l'Occident, dès qu'il y a un petit conflit en Afrique, ben, ils vont. Bon, peut-être l'intention elle est bonne. On voit en Irak, on voit au Tchad, pour citer plusieurs pays. Et malheureusement, le constat aujourd'hui, même s'ils partaient avec l'intentionnalité de faire une action bonne, peut-être aider la population, mais le constat est amer. Alors, ma question, j'ai pu entendre, peut-être vous aussi, il y a 2 ans, les Américains qui étaient en Afrique, qui ont pu quitter ces pays-là. Voilà, ils ont pu quitter ces pays. Et à cette époque-là, les médias, c'était un peu étoilé. Alors, j'aimerais savoir, est-ce que la situation actuelle a empiré le fait que les Américains ont quitté ces terroirs, ou par rapport à la situation avant? Est-ce que c'est plus pur ou il y a eu l'amélioration? Merci. Si j'avais compris la question, depuis que l'Amérique a quitté le pays, vous pensez à cause de ça qu'elle est devenue comme ça? Maintenant, que ce soit amélioré ou c'est empiré. Parce que les autochtones ont occupé leur propre territoire. En fait, depuis que l'Amérique a quitté notre pays, et c'est devenu très très pire. Avant c'était très bien, tout ça se passait pour les femmes les droits exprimer, les femmes les droits aller à l'école. Depuis que l'Amérique a quitté notre pays, c'est mort tout. Pour les femmes, surtout pour les femmes pauvres. Bien, nous sommes arrivés, c'était la dernière question.